Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Un régime inefficace, des promesses fallacieuses mêlées de mensonges et laissant la porte ouverte à la violence, c'est ainsi que la conférence des évêques qualifie le régime dans le message rendu public à l'issue de la session extraordinaire qu'elle vient de tenir. La conférence des évêques tire la sonnette d'alarme sur les dangers qui guettent le pays. Les réactions fusent après la décision rendue par la Haute Cour constitutionnelle concernant le code de la communication médiatisée. Ce code a été validé par cette juridiction qui a parallèlement émis des remarques. En Syrie, des centaines de civils parmi les 2000 pris en otage parallèles lors de sa fuite de son bastion mine beige ont été libérés ou se sont enfuis, a annoncé samedi l'OSDH. On ignore combien d'entre eux sont encore aux mains des djihadistes. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. On commence avec les fonctionnaires qui ne sont plus motivés dans l'accomplissement de leur mission. Les sanctions disciplinaires infligées aux inspecteurs d'État qui ont divulgué une affaire de malversation impliquant des hauts responsables étatiques en sont les causes. En somme, ceux qui travaillent sont sanctionnés, ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans des affaires louches sont récompensés. Reportage. Les inspecteurs d'État qui ont mis à jour une affaire de malversation dans la région Haute-Matsiach, une affaire qui a mis en cause des hauts responsables politiques, ont eu la récompense qu'ils méritaient selon les tenants actuels du pouvoir. Des sanctions disciplinaires. Des sanctions disciplinaires pour avoir divulgué l'existence d'un détournement de deniers publics. Cette affaire a fait le tour de la toile et a même été reprise par les rédactions des médias étrangers. Cette situation a provoqué un effet dévastateur au sein de l'administration publique. Les fonctionnaires ne peuvent plus s'acquitter de leur mission en toute déontologie. En effet, ceux qui travaillent en leur âme et conscience sont sanctionnés, tandis que ceux qui dévient du chemin de l'état de droit sont promus. À titre d'exemple, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, qui a été cité dans l'enquête menée par les inspecteurs d'État, a été promu en tant que Premier ministre tout en conservant son portefeuille ministériel. Autre exemple, il existe des responsables inamovibles dans le secteur de l'énergie. Depuis 2010, le ministre et le directeur général de la JIRAMA occupent les mêmes fonctions. Pourtant, la situation du secteur de l'énergie n'a fait qu'empirer avec les coupures d'eau intempestives et les délestages à n'en plus en finir. L'on se rappelle également le cas d'un ancien membre du conseil d'administration d'Air Madagascar, accusé par les employés d'avoir fait couler la compagnie. Il a peut-être été évincé, mais a atterri sur un siège doré au sein d'une autre société d'État.
Si l'exemple doit venir d'en haut, cela ne semble pas être le cas pour ce régime, qui n'est pas un bon exemple pour les générations actuelles et futures. Organiser une alternance démocratique dans les plus brefs délais n'est pas seulement une nécessité, mais une urgence. Nous l'avons annoncé dans les titres, un régime inefficace, des promesses fallacieuses, mêlées de mensonges et laissant la porte ouverte à la violence. C'est ainsi que la conférence des évêques qualifie le régime dans le message rendu public à l'issue de la session extraordinaire qu'elle vient de tenir. La conférence des évêques tire la sonnette d'alarme sur les dangers qui guettent le pays. Reportage. Madagascar est malade, certains osent même dire qu'elle est en train d'agoniser. La vie de la nation s'enfonce peu à peu dans la boue, les dirigeants restent les bras croisés devant cela, déplore le message de la conférence des évêques à la nation à l'issue de sa session extraordinaire. Les évêques, toujours proches des réalités quotidiennes vécues par la population, font un constat sans appel de la situation qui prévaut. Ils dénoncent ainsi la destruction des valeurs malgaches, vu que ni la vie ni la dignité humaine ne sont plus respectées, les pauvres ne sont pas protégés et le vrai fiavanana malgache est perdu. Ainsi, le désordre dans la vie politique et économique est bien réel parce que selon cette déclaration des évêques, les instances de contrôle qui devraient prévenir le détournement et les dérives n'exécutent pas leurs tâches ou subissent des intimidations. La pauvreté s'enracine davantage tous les jours. La vie sociale et culturelle suit une pente vertigineuse car le pays vit dans l'insécurité, tandis que le pouvoir et les autorités chargées d'appliquer la loi sont achetées pour faire subir des injustices. À réfléchir sur ces réalités, on s'aperçoit que c'est le bien commun de la nation qui est bafoué, font valoir les évêques. Nous cherchons tous des solutions, affirme le message de la conférence des évêques. Nombreux sont ceux qui ont pris conscience qu'il faut changer la manière de gérer les affaires nationales. Des groupements de partis, de syndicats et des composantes de la société civile réunies autour de plateformes s'autoproclamant opposition voient le jour ici et là. Les solutions qu'ils proposent consistent à instaurer une nouvelle transition pour remplacer les structures qu'on vient de mettre en place. Est-ce vraiment la bonne solution ? S'interrogent les évêques. Face à la situation qui prévaut dans le pays, la conférence des évêques émet quelques recommandations. Elle incite ainsi tout un chacun à respecter la loi et mettre solidement en place les organes de contrôle, tout en exhortant tout le monde à prendre part aux affaires nationales à travers l'exercice des responsabilités qui incombent à chacun pour faire fonctionner la vie de la nation et éviter l'autodestruction et s'acheminer ainsi progressivement vers une alternance démocratique sans heurts. Également, dans l'actualité, le chef de l'État évite la question des journalistes concernant la construction du village Voire. Dont les travaux piétinent, il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce problème qui est en train de ternir l'image de l'exécutif. D'ailleurs, s'il a visité toutes les infrastructures en cours de construction pour accueillir le sommet de la francophonie, comme l'aéroport ou encore les nouvelles routes, le chef de l'État a expressément évité de se rendre sur le site où est construit le village Voire, malgré les révélations faites par des responsables auprès du ministère en charge des projets présidentiels. Le président de la République persiste à dire que tous les travaux seront achevés avant novembre, rappelant que l'État n'a pas joué la transparence ni concernant le montant exact du budget alloué à ce sommet, ni concernant son utilisation, ni concernant le remboursement des prêts qui ont été contractés pour financer tous ces travaux. Toujours dans cette page politique, pas d'élection cette année selon la CENI, selon le président de cette commission. Les élections régionales et provinciales vont se tenir en 2017 si les présidentielles, les sénatoriales et les législatives seront programmées pour 2018. Reportage de Youn Nassen. L'élection n'est prévue cette année si l'on se réfère à la proposition soumise par la Commission électorale nationale indépendante à l'exécutif. Les élections régionales et provinciales vont se tenir en 2017 si les élections présidentielles, législatives et sénatoriales sont fixées pour 2018. Des élections dont le budget n'est pas encore défini pour l'heure. En attendant, la CENI suggère l'amendement du code électoral.
La rectification du code électoral est inévitable. La CENI, aidée par des experts internationaux et nationaux, est en train de relever tous les points qui nécessitent d'être modifiés. Un document va être élaboré à partir des recommandations émises. Ce dernier va être soumis par la suite aux responsables. La CENI soumet des propositions, mais le dernier mot appartient à l'exécutif, précise Eira Kutumanan, rappelant que des partis politiques et diverses associations n'ont cessé de réclamer l'organisation d'élections anticipées. Les dirigeants n'arrivent pas à gouverner le pays comme il se doit, faisant ainsi souffrir la population. Nous l'avons également annoncé dans les titres, les réactions fusent après la décision rendue par la Haute Cour constitutionnelle concernant le code de la communication médiatisée. Ce code a été validé par cette juridiction qui a parallèlement émis des remarques. D'après la journaliste Lalatine Rakut-Ndazaf, la décision de la HCC va compliquer davantage les choses. Pour Touav Naralamai, tous les recours n'ont pas été épuisés pour obtenir l'amendement de ce texte. Faizu Rafali. La décision de la HCC concernant le code de la communication est tombée hier après-midi. Cette juridiction a validé le code de la communication tout en émettant des remarques concernant certains passages du texte. Pour la journaliste Lalatine Rakut-Ndazaf, à travers cette décision, la HCC a voulu ménager la chèvre et le chou, une décision qui va compliquer davantage les choses. Même une certaine forme de lâcheté dans cette décision, parce que quelque part, la Haute Cour a cherché à dire au régime, aux dirigeants qu'ils ont eu raison dans leur forcing, dans leur entêtement, et que le processus a été bouclé jusqu'au bout. Et donc, ils ont eu gain de cause, si on peut dire ça comme ça. Une fois promulgué par le chef de l'État, tout le monde tombera sous le joug de ce code de la communication. Cependant, tous les recours n'ont pas encore été épuisés selon Touav Naralambouma Aï et les journalistes peuvent encore demander l'amendement du texte. Maintenant, si les journalistes sont encore très mécontents de ce code, il y a toujours une manière de changer la loi. Elle n'est pas éternelle, elle n'est pas valable ad vitam aeternam. Les journalistes peuvent toujours trouver une force politique, c'est-à-dire des partis politiques ou des associations de la société civile qui ont des représentants au Parlement pour changer ce code et changer cette loi. Ce n'est pas éternel. La prochaine session pourra très bien être une session où on change de nouveau ce code car il n'est pas immuable. Même si ce code de la communication médiatisée est promulgué, les journalistes ne cesseront de le dénoncer. Toujours dans l'actualité, faire connaître la gestion de la commune urbaine d'Antananarivo, qu'elle qualifie de déplorable, partager son vécu au sein du conseil municipal et écouter les aspirations des Tananariviens. C'est dans cette optique que la conseillère municipale Latina Ravlulmanan a organisé ce jour une rencontre avec des représentants de la population issus des 192 Fuktan, une rencontre qui a eu lieu même si au dernier moment le Champuknul Analakeli leur a été indirectement refusé. Explication. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, depuis le début, avons demandé à ce qu'il y ait des débats sincères, à ce qu'on laisse derrière la porte nos casquettes, notre esprit partisan quand il s'agit de l'intérêt supérieur de notre capitale pour le bien-être des citoyens d'Antananarivo. Ce n'est pas le cas. Même si je concède qu'on nous laisse parler au sein du conseil municipal, je dois dire quand même qu'au bout, malgré toutes les propositions que nous avançons, malgré tous les débats qui se passent, au final, nous sommes vaincus par la dictature de la majorité. Donc j'estime, le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire savoir à la population d'Antananarivo ce qui se passe à l'intérieur de la gestion de la commune, une gestion que je trouve déplorable. Je déplore également, au final, et la population doit le savoir, qu'on perd le temps à assainir le centre-ville, chasse aux sorcières des marchés ambulants.
Dans le reste de l'actualité, pénurie de carburant à Majinga, l'une des destinations privilégiées des vacanciers en cette période. Depuis jeudi, toutes les stations-service de la ville des Fleurs ont épuisé leur stock en carburant. Aucune explication n'a été fournie concernant l'origine de cette pénurie. Notons qu'outre les milliers de vacanciers, Majinga abrite actuellement le rallye de Bouéni. Les automobilistes commencent à hausser le ton. De longues files d'attente sont observées devant les stations-service. Une situation similaire est également remarquée à Sambave. Passons maintenant à l'actualité. À l'étranger, des centaines de civils parmi les 2000 pris en otage par l'État islamique lors de sa fuite de son bastion Minbej en Syrie ont été libérés ou se sont enfuis, annoncé samedi l'OSDH. On ignore encore combien d'entre eux sont encore aux mains des djihadistes. Regardez. Ces combattants kurdes viennent de libérer le dernier quartier de Manbej. Dans les rues, des dizaines de civils en proie à un mélange de soulagement et de colère. Je suis heureuse, je suis vraiment très heureuse. C'est comme un rêve. Je n'arrive pas à y croire, j'ai vu des choses horribles que personne d'autre n'a vues. La fin d'un long calvaire pour ses habitants. Les forces démocratiques syriennes, une alliance dominée par des combattants kurdes et soutenue par la coalition internationale, ont repris cette ville à majorité sunnite. En fuyant, les djihadistes auraient emmené avec eux près de 2000 civils, utilisés comme boucliers humains, avant d'en relâcher certains selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le retrait des derniers djihadistes est le résultat d'une médiation informelle entre les parties combattantes. La bataille de Manbej faisait rage depuis 2 mois. Plus de 400 civils auraient été tués. Ici, c'est le seul marché de la région à l'ouest. Des gens viennent de toutes les campagnes alentours. Il a été visé par des missiles à fragmentation. Il y a eu 6 morts et des dizaines de blessés. Manbej était un bastion majeur du groupe État islamique. La ville représentait un important nœud de transit vers la Turquie. En la récupérant, les forces démocratiques syriennes et la coalition internationale se rapprochent d'un objectif stratégique, couper les territoires contrôlés par le groupe État islamique de la frontière turque. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution d'initiative américaine prévoyant l'envoi de 4000 soldats au Soudan du Sud. Juba a fait savoir qu'il ne coopérait pas avec cette force d'interposition. France 24. Près de 5 ans après l'indépendance, l'instabilité demeure au Soudan du Sud. La guerre civile mine le pays depuis 3 ans et les autorités peinent à maintenir un fragile cessez-le-feu. Mi-juillet, des combats ont opposé les forces du président Salva Kiir et celles de l'ex-vice-président Riek Machar. Bilan, plus de 300 morts en seulement 3 jours. J'ai donné la garantie que je suis prêt à protéger M. Machar s'il vient me rencontrer. Je ne veux plus d'effusion de sang au Soudan du Sud. Un appel resté sans réponse, mais entre insécurité et crise sanitaire, ce sont d'abord les civils qui paient le plus lourd tribut. Car ce regain de tension n'a fait qu'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. À Juba, la capitale, la nourriture se raréfie et la population craint une résurgence de l'épidémie de choléra. La guerre civile, débutée en décembre 2013, aurait déjà fait des dizaines de milliers de morts et quelques 2 500 000 déplacés. On termine avec un bref rappel des titres, un régime inefficace, des promesses fallacieuses mêlées de mensonges et laissant ainsi la porte ouverte à la violence. C'est ainsi que la conférence des évêques qualifie le régime dans le message rendu public à l'issue de la session extraordinaire qu'elle vient de tenir. Et la conférence des évêques tire la sonnette d'alarme sur les dangers qui guettent le pays. Et puis, concernant les réactions qui fusent après la décision rendue par la Haute Cour constitutionnelle concernant le code de la communication médiatisée. Ce code a été validé par cette juridiction qui a parallèlement émis des remarques. Et enfin, des centaines de civils parmi les 2000 pris en otage par l'État islamique lors de sa fuite de son bastion Minbej en Syrie ont été libérés ou se sont enfuis, a annoncé samedi l'OSDH. Et c'est la fin de ce journal. Merci
de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.